Je suis arrivé à Saigon la fin de janvier 1951. Je restais quelque temps au camp d'Ustrade pour disperser chaque personne dans chacun son unité, dans chaque bataillon. Je repris l'avion et je rejoins mon bataillon au Tonkin. Au Tonkin, je suis présenté devant un major, il m'a dit voilà votre chambre, vous dormez là, vous attendez. Je suis attendu 8 jours. Et le 6e jour, derrière ma chambre que j'ai aperçu, il y avait une batterie d'artillerie qui tirait tous les armes, qui tiraient tout à travers, était un enfer. Un enfer. J'ai venu presque fou. Je demandais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Pas un camarade pour me donner un conseil. Tout le monde enterré. Le lendemain, je sors dans le petit village, je tourne de dire qui je rencontre un rayonné. C'était un Lapierre. En disant, on était cousins. Et je mangeais. Mais il me dit, garçon, j'ai pas pu dormir. Avec tout le tir d'artillerie. Il m'a dit ce que la moitié de Deltan l'attaquait. Bon, il m'a encore dit, on est cousins, ceci, j'ai mon frère à Marseille, Claude Lapierre. En donnant le nom Claude Lapierre, après mon séjour, je suis rejoint Claude Lapierre, je me suis baptisé Claude Lapierre, cousin, Claude m'a toujours estimé, j'ai toujours une estime pour lui, et il a dit qu'il était cousin. Bon, voilà un camion qui arrive à ma base. Il appelle Lapierre. Oui, il préparait vos valises. Je prépare mon sac, je prépare ma valise. Et comme gourmandise, il m'avait dit de mettre un moustiquaire, un couvre-pied, 2 paires de chaussettes, c'est tout. Il m'a dit ne mettez pas plus. Et moi, comme gourmandise, je collais une grosse couverture militaire de 2 places. Tout neuf. Et faisait 10 kilos, 15 kilos qu'il faisait. Bon, je prends le camion, je roule, on a roulé pendant une demi-journée, plus 8 heures. En arrivant à un endroit, j'ai vu les morts, étaient des Sénégalais, que les Viettes qui avaient attaqué. Des Noirs qui allongés sur le bord de la route partout. Là, j'avais un petit peu de frisson, je disais qu'est-ce que c'est mort. Mais je ne me décourageais pas trop. Le chef, il passait en vitesse dans son camion, le camion, il baissait gauche, droite, tout cela. On arrive devant le Mekong, un grand fleuve, le Mekong. On descend. Et en descendant, moi, avec toutes mes oreilles qui étaient bouchées par le bruit du camion de voyage, je n'entendais plus rien. Le colonel a donné l'ordre de coucher. Et moi, je ne suis pas couché, je suis resté debout. Le chef m'a dit, vous n'avez pas entendu, le colonel vous a dit de coucher. Ah, il me dit, j'ai rien entendu. Le colonel a répondu, j'aurai encore un mot sur mes bras. J'aurai encore un mot sur mes bras. Moi, je ne comprenais rien. Le chef est venu vers moi, m'a dit, vous voyez là-bas, sur cette pente, près de la montagne, en voilà. Il m'a dit, où? En voilà. Il n'y a pas de baraque, il n'y a rien. Je dis, qu'est-ce que vous allez faire là, sur ce terrain propre? Pensez-vous, ce terrain propre, c'est que tous les gens, ils vivaient sous la terre. Sous la terre. Et le terrain dessus était propre. Il était comme des rats dessous. Je suis arrivé à la compagnie, j'étais bien accueilli par le colonel, il s'appelait le colonel Georges, capitaine Georges. Et on a resté 8 jours. On buvait bien, on mangeait bien. Pour moi comme soldat, je mangeais la batte ration. Et que j'ai eu un repas chaud et bien mangé, j'ai trouvé très bien. Et le soir, je rejoignais mon poste, je partais dormir sans rien. Et quelques temps après, le chef m'a dit, ouais, ce soir vous êtes de garde, votre tir c'est dans le barrage,
il y a des feuilles d'arbre. En tirant dans ces feuilles d'arbre, le feu va prendre dans le feu, dans les brancettes. Dans le broncette, il va faire un feu, il va faire une flamme. On verra la nuit c'est rentré. La nuit n'est pas rentrée. Ça a passé toute la nuit, j'ai resté devant mon lampe. 3 jours après, on était à la soupe, c'était 8 heures du soir, on soupait. À un moment, la radio, on commence à mettre la radio, le manipulateur de radio, il passe le message au capitaine. Passe le message au capitaine. Le capitaine l'a regardé. Il a dit, sauvez-vous ce qu'il peut. Tout le monde a levé des tables, a couru. Moi aussi j'ai couru, mais j'ai rien compris encore. J'étais encore trop jeune, je ne comprenais pas. J'ai couru, j'ai pris mon sac et tout cela. Et quand j'arrive à côté du fleuve, il y avait un petit bateau qui ramassait les gens. C'est qui arrive le premier, qui arrive 4, qui arrive 5. Il récupère les 4, 5, et ça va, les autres ils laissent à terre, tout ça. À un moment, il me dit, oh, je ne suis pas le plus con. Quand le bateau est arrivé, je me sauter comme les autres. Là, parce que pourquoi je n'ai pas avancé dans le bateau, c'était pas pour mouiller mon pantalon. Et il fallait jusqu'à dans l'eau à la ceinture. Quand je suis parti dans l'eau jusqu'à la ceinture, c'était le fleuve, il s'appelle le Mekong. J'ai vu le petit bateau arriver là devant moi, je suis sauté toute ma longueur avec les armes et mon sac dedans. J'ai débarqué. Et le bateau l'a débarqué, le petit chaland l'a débarqué. Elle dit, allez. J'ai couru, tout le monde court. Cours dans le vide, cours où? Alors je demande, allez, non, j'entends une belle voix française qui parle, une grosse voix d'homme, bien français, une belle voix. Je vais en aller devant ce monsieur. Bonjour monsieur, ou bonjour mon lieutenant. Pourriez-vous me dire, le premier bataillon se trouve? Il m'a répondu, devant! Alors, j'ai couru. À un moment, j'ai vu un grand bateau. J'ai dirigé vers ce grand bateau. Je voyais tout le monde embarquer. Et moi aussi, j'ai fait comme les autres, j'embarque dans le bateau. Je ne sais pas si j'avais le droit, j'embarquais. Le bateau, il déplaçait, il tirait les gens d'un côté d'un fleuve, il amenait dans le fleuve. Parce que ce fleuve, il passait en 2 fois. Il passait pas une fois, il passait 2 fois le fleuve. Quand j'ai descendu, j'avais tout le monde court. Tout le monde court. Il faisait nuit, très nuit. Les viettes, ils crachaient, ça crachait, mais crachaient jamais à la hauteur d'un épaule. Ils crachaient dans les jambes. À coup de 12-7, à coup d'F1, à coup de la mitraillette, à coup de fusil 36, tout ça. Moi, je sautais sur les morts. Je sautais sur les morts, je ne regardais pas l'autre, je ne regardais pas mon camarade, je sautais, je vois tout le monde courir, mais je cours. J'ai couru une nuit sans respirer. Courir peut-être plus qu'un cheval de course. À un moment, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus courir, je voulais assise. Elle me dit, je ne voulais pas être prisonnier. De là, j'ai foutu mon sac par terre, j'ai enlevé la grosse couverture, j'ai balancé. Et ça m'a fait un peu plus léger sur mon épaule. Parce que quand même, j'avais une 12-7 avec 7 boîtes de chargeur autour des reins, plus les grenades embranchées à la bretelle de ma ceinture, et je courais. Là, c'était un peu plus léger, j'ai couru. C'est pas un soldat qui a couru, un régiment militaire qui a couru, au pas de nacé. Sauvez-vous ce qu'il peut. Vous n'êtes pas de frère, vous n'êtes pas de soeur, vous n'êtes pas de mère, vous n'êtes pas rien, vous sauvez votre peau. J'arrive là le matin, vers 7h, 8h, je vois trois gars, 3 Français, qui bougent sur le bord du chemin. Je demande, me dit, où se trouve la 3e compagnie? Il m'a dit, elle est là. Alors je suis rentré dans l'herbe était à la hauteur, à ma hauteur. L'herbe avait bien 2 mètres, 1,50 m de hauteur. C'était la bonne herbe. C'était la bonne herbe comme mon père avait sur sa propriété, la bonne herbe pour les vaches. Là, j'ai parti, quand j'arrive à l'herbe, non, il ne m'a pas demandé, il m'a donné un coupe, il m'a dit allez couper l'herbe. Comment voulez-vous couper l'herbe avec un coupe que t'as un marteau? On crasait l'herbe. On était pour une trentaine de types, on crasait l'herbe, on patinait dessus. Et l'herbe était mouillée avec la pluie, elle était mouillée.
Après, il prenait des jerrycans d'essence, il versait pour couler. Mais, là, rien boulait. C'était de l'eau de l'essence. Arrivé à 10h, 11h, rassemblez-vous, on s'en va. On voit des camions qui arrivent, ça va. Alors j'avais la chance, toujours la pierre avait un peu la chance. J'arrive devant la route, m'a dit allez, prends la ligne, vous embarquez sur le premier camion. J'embarque sur le premier camion, jusqu'à l'attendant que le bataillon, tout le bataillon là, est embarqué. Le lieutenant, les officiers la comptaient pour voir si elle avait l'effectif. On a parti. Quand je suis traversé l'après-midi, le soir, je pense à le lendemain, j'ai vu Hanoï. Ah, j'étais content, me dit je suis à Hanoï. Ah ben, il me dit maintenant on va rester à Hanoï. Hanoï. Pensez-vous, je roulais encore 70 km. 70 km. Quand je suis arrivé à ma base arrière, on m'a dit voilà ma chambre, j'avais une bonne chambre, j'avais une bonne petite chambre, j'avais des bonnes couvertures, j'avais tout. Une bonne chambre pour reposer des gens très fatigués. Comme ma chambre était tellement belle, était tellement jolie, je voulais voir cet officier dans un palace. Alors on m'a dit voilà mon poste, je dors là. J'étais juste à la porte d'entrée du village. Quand une personne rentre, elle rentrait devant moi, devant mon poste. Et voilà, au lieu du repos, les vieilles qu'on attaque le soir. Canon, babam. Le canon montait de 60, 120, 180, babam, babam, babam. 2-3 jours après, on part. On a monté sur le tankin. Où le fils du général de Latte était tué. On a fait l'opération, on trouve rien. Du coup, on a trouvé une fille dans la brousse, une Française, que les gens avaient fait prisonnier, et quand il nous a vus, il a vendu la fille. Et la fille, elle avait avec nous, elle a suivi pendant quelque temps, elle a marché avec nous, jusqu'à a trouvé une liaison pour rapatrier cette fille. On a traversé encore le Mekong. On a traversé le Mekong, on n'avait rien du tout. Et là, dans cet endroit, c'était un grand endroit, très grand. Et la terre était sec. Elle n'était pas comme la terre, ton cœur était humide, il était sec. Il y avait la canne à sucre. Une belle église, une belle cathédrale. Alors on est installé dans les cannes, partout. Et là, les officiers sont partis voir l'église. Le curé, il a invité les officiers à manger. Et nous, on a mangé ce que nous avions. Si on avait à manger, si on n'avait pas, on ne mangeait pas, on mangeait du canne, on mangeait du bourgeon de bambou, on mangeait ce qu'il peut. Et de là, les officiers la retenaient le soir. On a demandé, tout le monde, les sous-officiers, tout le monde a demandé aux officiers, qu'est-ce que vous avez mangé? Oh, elle dit, on a mangé du riz avec du poulet. Elle dit, n'inquiétez pas, le curé est catholique, elle dit, il ne peut pas quitter sa paroisse. Et la partie, elle dit, il n'y a pas de Viet Minh. Je n'ai jamais connu de Viet Minh dans ce quartier. Je ne rappelle plus. J'ai vu le nom hier. Elle dit, je ne connais pas. On était d'accord. Bon, l'opération a continué toujours. On a parti toujours en avant, on a marché. Et arrivé dans un village, le matin vers 7h, un vieil qui sort d'un trou juste devant moi. Je voulais braquer, mais je voulais tuer, tirer, mais j'ai pas osé parce que j'avais tous mes types à côté de moi. J'ai fait si je tire, je blesse les hommes. J'ai pas tiré. Et il a fait la faute, il n'a pas trouvé. Il a fait la faute du village, il n'a pas trouvé. Le lieutenant, il dit allez, toute la compagnie en avant. On a marché, on marche. On ne sait pas, on marche. Alors, à un moment, vers 5h du soir, le lieutenant dit demi-tour. On retourne, il dit vous allez dormir dans le champ, la maison où c'est dans le champ de calme, ils sont tranquilles, il n'y a pas de viande, il n'y a rien. Mais en retournant, on a passé à côté de la botte de paille que l'ennemi qui a couru pour moi, il avait des viettes dans la botte de paille. Il a voulu nous trapper, faire prisonnier. Il a voulu trapper, il n'a pas voulu tuer. Il a voulu trapper pour faire prisonnier. Il n'a pas pu.
J'ai tiré, mes types a tiré et tout. Il a attrapé un vieux bonhomme. Il en a regardé, il a secoué le questionnaire vietnamien, il a fini l'interprète vietnamien, l'interprète vietnamien l'a questionné, il a dit il n'y a rien du tout. Le lieutenant m'a dit la pierre, vous restez là. Non, ça va, vous restez là. J'avais peur, rester tout seul. Je vois un Vietnamien qui sort d'un meule de paille sec qui sort. Ah! Le lieutenant m'avait dit, si vous voyez quelqu'un sortir, vous voyez quelque chose de louche, n'hésitez pas de tirer. De là, j'ai pas hésité, j'ai essayé de tirer en position debout, c'était trop haut. Je mets en position à nous, j'ai bien visé. J'ai touché le chinois, j'ai tué le chinois, j'ai retiré une deuxième balle, que le feu il prend dans la paille, mais le feu l'a pas pris. Le feu l'a pas pris. Là j'ai couru, j'ai retourné. Le lieutenant m'a dit, vous avez tué? Il me dit oui. Il me dit non, vous n'avez pas tué. Il me dit oui, mon lieutenant, j'ai tué. Il me dit j'ai vu tomber, tout ça. Mais il me dit je n'ai pas tiré en compte parce que j'avais peur qu'il y avait les Viettes. Il me dit dans la montagne, les Viettes ils pouvaient descendre, me récupérer. Allez bon, allez. Alors il m'a dit là, c'est votre baptême de feu. C'est votre baptême de feu. C'est là que vous venez un militaire. Vous avez tué. Vous avez tué un homme. C'est là que vous devenez un militaire. C'est là que vous serez un homme. En arrivant à la place de Cannes, là, en arrivant à la place de Champ-Cannes, on a essayé. Impossible de rentrer. Impossible de rentrer dans le champ de Cannes. Les Viettes. Tel bâton de canne, tant de Viettes. Tant de pieds de canne, tant de Viettes. Qu'est-ce qu'on voulait faire là? On bagarre. La bagarre a commencé à 3 heures l'après-midi. On bagarre, on tire. Les Viettes qui couraient devant nous en troupeau comme des troupeaux de moutons. Nous, on tirait dedans à la mitrailleuse, à la 12-7, au PM, au fusil 36, au canon 57, PM. Tous les armes automatiques, on a déployé. Là, et moi je restais dans la même position, j'observais même ma section. Alors ma section a monté 4 fois à l'assaut. Sur 4 fois à l'assaut, j'ai perdu un bon camarade, un de tes camarades, un de tes coloniaux, un Martiniquais, je ne me rappelle plus son nom, était tué. C'est là m'a mis la révolution, c'est là que j'étais en colère. J'étais en colère comme un chien. Pire qu'un chien, j'étais en colère. Le chef me dit, bon la pierre, c'est nous. Eux, on montent en 4e fois à l'assaut, c'est nous qui montons à l'assaut. J'ai monté à l'assaut, avec mon FM, sur mon bras, et canon devant. Un FM fait 3-4 kilos, c'était braqué devant moi, j'ai monté à l'assaut. La 5e assaut, c'est moi qui ramasse la balle dans l'épaule. J'ai tombé. Le chef m'a dit, allez-y, continuez le chemin, moi je vais m'occuper. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais su qui s'est fait manger la FM, et le chef n'était pas tué. J'ai mangé 4 km pour faire un détour, pour rejoindre ce bataillon où il y avait le docteur, tout ça. Quand arrivé, le docteur m'a dit, ça y est, votre épaule est foutue. C'est fini, je vous perdrai l'épaule. Il m'a fait les soins, mais personne ne m'accompagnait. Là, personne ne m'accompagnait, m'a dit, vous passez là, vous passez là, vous passez là, vous trouvez quelque chose. J'ai trouvé un grondin, un rayonné. M'a dit, vous voulez boire un coup? M'a dit, non, moi je bois pas c'est pas ma chemise. Il me dit, moi je bois pas de vin chaud le matin. Il me dit, le vin chaud, je bois pas. Je bois pas. Il m'a dit, allez, bois, j'ai pas voulu boire. Et là, l'officier m'a fait un pansement, le médecin-chef m'a fait le pansement, tout ça. Il m'a dit, vous voyez ce chemin, vous traversez, vous arrivez sur le bord de la route, sur le bord du fleuve. Vous trouverez tout le monde qui va embarquer. Quand je suis arrivé sur le bord du fleuve, j'ai vu au moins une centaine, au moins 150 personnes allongées par terre. Tout le monde criait maman, ma soeur, ma femme, ma fille. Et moi je regarde, je me dis, je ne suis pas blessé. Je suis bien, mon épaule. D'avoir les autres qui manquaient la jambe, l'autre qui manquait le bras, l'autre qui manquait ceci. Et moi. Alors le lieutenant a donné l'ordre, ma grande compagnie a donné l'ordre.
l'autorité qui fait traverser le bateau, l'a donné l'autre qui traverse la pierre le premier. Traverser la pierre le premier, m'a fait traverser le premier, j'ai parti avec un groupe, m'a accompagné, m'a mis sur une toile de tente. Quand j'ai arrivé sur la toile de tente, une grande toile de tente, les morts étaient comme un paquet de patates. Un dessus l'autre, avec le brassard dans le cou, avec le brassard dans le cou et de la main pour savoir qui est le soldat qui appartient à quelle compagnie. Et moi, il a dit, dors là. Je dormais côté le monde, côté le machin. De temps en temps, dans la nuit, je regardais. Ils m'ont dit, oh le fils. De bonne heure, un petit avion en hélicoptère, citronelle, qui est venu, il est venu me chercher, il m'amène à Yvon, et je regardais, c'était mon baptême de l'air aussi. Là, dans l'air, je regardais le bateau, je regardais les gens à l'air venir. On voit bien les gens hein, sur le terrain, on voyait tout, comme le roi. Là, j'avais un billet de 100 francs dans ma poche, ça a volé, ça a parti dans l'avion. Le type a pu récupérer mon 100 francs, il a fait un billet avec un épingle, ça je rappelle toujours. Après, le moment qu'est-ce qu'il a fait avec 100 francs, quand j'arrive à l'hôpital, ça m'a déshabillé, il a pris 100 francs. Et là, il m'a examiné, il m'a fait des seringues, passé des seringues dans mon bras, tiré le puits. Passe tous les matins. Après, il mettait une mèche. Si le puits ne sortait pas rien, il était obligé de m'enlever le bras. Alors, on avait des moments qu'on passait des nuits, mais la nuit, on ne passait pas jamais dans une baraque, ni sur un lit, ni sur rien du tout. On dormait sur la route, on dormait comme des dingues, on dormait comme des poules. Où on arrive, on dort. Quand vous tombez votre position, on est tombé dans l'eau, vous dormez dans l'eau, vous restez debout dans l'eau. Si on est dans une vieille baraque, vous dormez dans une vieille baraque, mais tous les camarades sont ensemble, tous sont comme des frères, tous ensemble, un qui encourage l'autre. Le lendemain matin, allez, le combat. On combat, on perd, on gagne, on perd, on gagne. Mais on va pas. Et le soir, quand on se rejoint camarades et camarades, on ne parle pas. On ne parle pas, moi j'étais 3, l'autre était 4, ça, quand on rentre dans le camp, quand on se rejoint entre nous, personne ne parle. C'était le mieux possible. Personne. On ne sait pas ce que vous avez fait, moi ce que vous avez fait, c'était le mieux. On ne parlait même pas le lieutenant aussi. C'était un tic-tac entre nous. Le plus dur que j'ai vu de ma vie à moi, là où on est rentré dans un village, j'étais en tête de la section, c'était mon jour. Était mon jour pour entrer dans le village. Je gagne l'ordre pour entrer. Avec ma section, j'avais 30 bonhommes sous mes ordres. C'est un petit bonhomme comme moi. J'arrive à la moitié du village, impossible. Les gars qui tiennent à gauche, à droite, partout. Rien il faut. Alors on a sauté dans l'eau, on a sauté dans le rive, sauf qu'on peut. Il y a le proverbe, on dit l'Indochine, sauf qu'on peut. N'occupez pas votre camarade qui est blessé, sauf qu'on peut. J'arrive plus loin, le officier lieutenant me dit, on ne peut pas rentrer. Alors le lieutenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé les avions. Les avions, aussitôt l'arrivée, la bombardé le village. Bam, 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 a mitraillé le village. C'est-à-dire tiré à la mitrailleuse, les avions. Bim, bam, 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 bim, bam, 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 bam. En comptant. Les balles passent. Après, les avions étaient finis, c'était les bombardiers. Les bombardiers venaient, ils bombardaient le village. Ils bombardaient, sans six dessous, comme un cochon qui chavait à terre, comme un charrue qui chavait à terre. Les bombardiers, c'est les avions qui viennent acheter des bombes d'un tonne. Quand la bombe arrive par terre sur le sol, vous faites 1 km, 500 mètres, votre estomac tremble. Il fait comme ça, tremble. Ça vous résonne dans la poitrine. Après, la mission de l'avion, c'est fini, il rentre. C'est nous, fantassins, on doit rentrer en premier temps dans le village. Quand je suis rentré dans le village, j'étais en tête, j'ai rentré. La première chose que j'ai vue, qui m'a choqué, une femme brûlée qui était enceinte après 7-8 mois,
quand on commence. Brûlé, brûlé, plus de peau, plus de cheveux, plus de mains, plus rien, rien, rien. Être comme ça. Monsieur, monsieur, sauvez-moi. Je peux rien dire, je peux rien répondre. Mon boulot, c'est aller en avant. Je n'ai pas le droit de parler, je dois en avant, diriger mes types en avant. On doit aller en avant. Je rencontre les blessés partout. Tout est plus de peau, plus de plainte, plus rien, tout ça brûlé, brûlé, brûlé. J'ai rencontré de la fin du village, j'ai rencontré 3 Français qui étaient brûlés par les Viettes, brûlés par la paille sec, qui restaient. Un corps d'un homme, il avait mis à peu près la grandeur d'un petit bébé de 2 mois. Le corps d'un homme quand il brûlait. Le corps, il ne brûle pas. C'est un suif. Le corps, c'est un suif. Quand le feu il brûle, il rétrécit. C'est comme un rôti d'un four. Si on n'a pas mis de l'eau, il brûle, mais votre rôti rétrécit. Ben, l'homme est pareil. Il rétrécit. Il rétrécit. En partie, en avant, en avant. Je ressortais le village, je traversais le riz, je ressortais le village. Quand je suis arrivé au village, là, c'était un peu tranquille, l'ennemi, on a reposé, on a attendu. On a attendu le détaillage du village, le détaillage effectif, tout ça, attendu. Et là, de là, je ne me rappelle plus, ça fait un peu nuit, je ne me rappelle plus, ça se passait. Ça reviendra plus tard. J'ai parti en embuscade, m'a envoyé en embuscade un soir. Alors la journée, m'a envoyé en embuscade, reconnaissance à un village. J'étais l'embuscade, j'ai fouillé partout, j'ai rien trouvé. J'ai placé mes types dans les 4 coins du village de garde. Et moi, je roulais comme un chef. J'étais chef. Je roulais, je fouillais, je fouillais. À un moment, j'ai tombé sur une fille, à peu près 15-16 ans. Chinoise. Peut-être elle avait 30 ans. Je ne sais pas. J'ai pris cette fille, je l'ai gardée avec moi par tous les ronds. Elle me suivait dire. Alors, à un moment, je questionne la fille. Elle me compiète pour dire, elle ne sait pas. Mais je ne lâche pas. Je ne lâche pas, je n'ai pas manqué de respect, je n'ai pas touché, rien. Je m'étais assis, je la questionnais. De temps en temps, je piquais un petit coup de baïonnette pour... Elle ne parle pas. Bon, je téléphone mon lieutenant, il me dit, j'ai une jeune fille avec moi, qu'est-ce que je fais? Je lâche ou je garde? Ah, il me dit, faites ce que vous voulez. Mais il me dit, je le garde. Il me dit, je le garde. Bon, 6 heures du soir, l'autre côté du Mekong, je savais le nom, l'autre côté du Mekong, je vois des gens qui bougent, comme des poules qui sortent, comme des troupeaux de poules qui sortent d'un village dans l'autre. Je téléphone le lieutenant, il me dit, mon lieutenant, il y a l'ennemi qui bouge, il y a les Chinois qui bougent. Il me répond, non, non la pierre. On a envoyé une reconnaissance, il n'y a rien du tout. Ne vous inquiétez pas. On a envoyé une reconnaissance, on a tous les renseignements dessus le village. Bon, 20 minutes après, il me donne l'ordre pour entrer. J'arrive à la compagnie, j'explique tout ce que j'ai vu. Il y avait un sergent, il avait fait une soupe vermicelle. J'ai pris ma gabelle, j'ai pris une soupe de vermicelle. C'était bon, cette soupe de vermicelle. C'était bon que la mort. Et j'ai bu une bouteille de bière. Le capitaine, l'adjudant-chef me dit, ah, bébé, on ne peut pas attendre le tour, on va pas faire le partage. Ah, mais je prends ma part. Hein. Je prends la bouteille de bière, je roule, j'ai perdu la moitié, parce que c'était chaud. J'ai bien gorgé, j'ai donné le reste. J'ai plus. Et voilà, on tourne, on reste. La radio qui met en marche. La radio qui met en marche. Ta 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 ta. Et j'entends, comme j'ai fait un petit peu de transmission, m'a mis sur la radio, mais comme j'étais pas trop fort, m'a enlevé mon main. J'entends. Le capitaine demande au lieutenant, mais qui ça va partir ce soir? Le lieutenant m'a dit, c'est le tour de la pierre. Ah, quand il dit c'est le tour de la pierre, mon cœur a sauté. Et d'habitude, j'avais toujours le courage, j'avais une plaisanterie à dire, j'avais une connerie à dire. En bon temps, je dis, si on ne trouve pas aujourd'hui, on va trouver le ciel, si on ne voit pas, on va y avoir une carte.
J'ai trouvé tout et ce soir-là, pas du tout. Me laisse faire 200 mètres, le lieutenant vient me chercher, il dit, retourne. Il me dit, qu'est-ce que vous êtes malade? Vous êtes malade? Non, 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 non. Vous êtes malade? Il me dit, non, non. Ben, allez, vous reposez, on va y aller à votre place. Là, vous voyez une section, là, vous voyez un chef en chef. Le chef en chef est parti avec la moitié de sa section, qu'il n'avait pas le droit. Il doit partir 4 types. Alors, il devait reprendre la position où j'étais la journée. Mais ça m'a donné un frisson. J'avais un pressentiment que j'en tombais sur un bec de gaz. Voilà le seul chef qui savoir, c'est lui qui tombe sur un bec de gaz. Où on devait partir, c'est lui qui tombe sur un bec de gaz. Il perd 2 types, il rentre, il dit voilà, il perd 2 types, je rentre, je ne sais pas plus. Il y en a, il dit vous n'avez pas le droit de refuser, vous devez partir, c'est ça. Le chef, il respecte le lieutenant, il dit non. Il dit c'est comme ça, je passe au TM, on refait des obéissances, tout ça. Mais d'ici, c'est comme ça, je pars avec ma section. Mais il n'a pas parti avec sa section loin. Il fallait faire 400 mètres. Il a fait 200 mètres, il est resté autour de la maison, autour de la baraque. Là, le matin, le bataillon, il doit partir. Elle dit, qui ça? Qui c'est le jour? Eh bien, c'est la pierre. Comme la pierre peut partir en embuscade hier soir, mais c'est toi, c'est la pierre. Ma foi, elle n'était pas trop mauvaise. Je prépare mes hommes, tout le monde regardait mon tour, le bataillon tout au moment, le colonel tout derrière. Je mets 6 types devant moi, devant la route. Moi dans le milieu et les restes derrière mon dos. Jeune. À un moment, 1 kilomètre sur la route, c'est une route de voiture passe, mais une route de charrette, même un camion, un GMC peut passer. La nuit, le vient de couper la route, on n'a pas entendu, à 50 mètres, on n'a pas entendu un coup de pioche. La rue, la moitié, pour 1 kilomètre, le vient a fait feu! Feu, tout l'a couché. On a tiré. Et là, moi, le type qui était devant moi, mes groupes étaient devant moi, il revient pour rejoindre. Il revient pour me rejoindre parce que quand pas de chef, un Vietnamien, quand pas de chef, n'a pas le français qui commande, il ne mange pas. Il revient vers moi. Chaque type qui vient vers moi, clac, il descend. Clac, il descend. Oh, mais c'est pas le moment de descendre, on met repartir. On prend une décision, on repart pour rentrer au bataillon. On tourne la tranchée, les gars étaient plus forts. On voit les gars monter devant nous. On voit les gars. Alors on dit, on va sauter dans le trou. Un seul type dans le trou, 5 Vietnamiens. Et moi, le sixième, je sautais dedans, j'étais en tas. Les gars avaient 5 grenades, la première qui a explosé. La 6e a explosé, la pierre était plus dedans. J'ai fait un rouleau de boulet. J'ai remonté, j'étais tout seul. Pour le dit mon bataillon est là, il a 10 mètres. Il y a 2 pas pour faire contre au bataillon. Impossible. Les Viettes étaient comme ça. Mais comment faire? Il faut passer. Il faut rejoindre. Si je passe, me tue. Je vois les Viettes ils tirent sur moi si je tire sur les Viettes, mais des Viettes qui donnent comme ça. Là, passer un millier de ma tête, redescendre. J'ai redescendu sur ma position que j'étais. Mais quand j'ai redescendu sur ma position était, sur ma position, il avait un Français. Il avait une doucette, il avait une mitrailleuse dans sa main dans le tranchée. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Je me réponds, qu'est-ce que vous faites là? Alors celui qui crie le plus fort, il timide l'autre. Moi, plus qu'il crie le plus fort, moi je crie encore plus fort. Il m'obéit, il a traversé où j'ai dit. Quand il a traversé, il vient de tirer la rafale de doucette, il a arraché la tête. Ça a parti la tête. Moi, je passais au même moment de lui, au même moment, les balles tombaient devant mes yeux, les jets de l'eau, ils sautaient comme ça. Là, j'ai couru dans le riz, le pied comme ça. Dans la boue, il ne peut pas courir. C'est la boue, il ne peut pas courir. Alors quand je suis fatigué, je me dis une pente, dedans, pour l'enfant. Je sautais à l'eau. Je ne peux plus. Je sautais à l'eau. Sac, tout ça. Genre, arrête pour monter, toute petite dent de trappe, toute rache, toute trappe. Le grand plein. Les vieilles, ils vont de l'autre côté. Plein, hein? Plein, comme.
À un moment, bon Dieu l'a volé, je trempe une petite d'air, la tenue. J'ai attrapé une petite d'air, j'ai retenu, j'ai grincé mes genoux, j'arrive en haut. Je vais aller Vietnam. Je vais à un mur, je vais à un tas de roches, j'ai foutu dans le tas de roches, j'ai tiré, j'ai tiré, j'ai tiré. Quand je tire, les vieilles reculent, ça qui tombe, il tombe. J'ai couru. Mais loin, 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 loin. Loin. Je vois un petit ruban blanc qui... Mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est le destin, c'est pas le bon Dieu, c'est le destin. Même les journalistes que tu sur ce machin blanc. Le ruban blanc était la portée de ma vie, que je voyais que je voyais devant moi un horizon tellement loin ou à peine. Alors j'approchais, et arrivé à un moment, j'ai fait comme ça, comme ça. La Légion l'a venu vers moi, m'a récupéré, m'a amené. Mais ça, m'a fait mal, m'a questionné au bataillon Lyon. La Légion m'a questionné au bataillon. Comment je fais là, je suis un déserteur, tu vois comment je dis déserteur. J'avais le cœur larme bien dans les yeux, mon cœur aussi. Je suis énervé, je voulais prendre la mitraillette. Léna me dit, bon, je venais l'accompagner dans son bataillon. Il m'a dit, si vous manquez, je ne vous manquerai pas. Je n'ai pas répondu. Il m'avait passé sur une planche, sur la rizière, la planche faisait ça. Et là, il ne faut pas regarder la planche, il faut regarder de l'eau, il faut regarder de loin. Comme ça. J'arrive, c'est passé. Il y avait les petites branches baissées. Je sentais le revers de mon dos. Envers de mon dos. Je dis à gauche, à droite, à gauche, à droite, à droite. Il m'a amené sur le PC du bataillon. Quand je suis arrivé au PC du bataillon, le colonel, le commandant, il avait rien dedans, il s'appelait Bernard. Il dit la pierre, la pierre, et la pierre. Quand il dit la pierre, mon cœur a grossi, les larmes dans les yeux, je brasse. Maintenant, j'ai voulu foutre une rafale dans le ventre. Le colonel et tous les officiers, la pierre, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je n'ai pas fait. J'ai vu que tous les officiers partaient renverser les noms, avant de questionner, et moi, m'a fait par le bras, m'amener. Ma monsieur Ali Bambou, apporte un grand verre de militaire, la dossier sac de sel. Bon, mais non, je ne bois pas, non, je ne bois pas, non, bois. Voyez, ça va faire le sang, m'a dit, vous avez le sang caillé là, vous avez votre sang est caillé, vous avez plus de sang clair, vous avez le sang caillé, du bois, bon. J'ai bu, c'était pas bon le sel, il faut 500 grammes de sel avec un demi de rhum. Alors, j'ai bu de force, ça. Quand j'ai venu de bras, j'ai tombé sans connaissance. Et puis, Thomas fait une piqûre. Quand je suis réveillé l'après-midi, mon lieutenant m'a dit, viens voir mon combat. Je viens blessé, les os sautaient, les genoux étaient cassés, j'ai broyé. J'ai recouru, j'ai foutu 2 coups de pied dans la gueule, parce qu'elle me tuait. Le lieutenant m'a dit, non, la pierre, ne fais pas ça. Ça porte pas la chance et ne frappe jamais un blessé. C'est normal. J'ai suivi le lieutenant, j'ai parti. Et après, 3 jours après, il fallait partir, il fallait attendre 3 jours que les viettes dispersent pour pouvoir partir. On va partir. Mais il a tombé des embuscades. Vous tombez des embuscades, vous arrivez, vous êtes un chien, vous êtes devant, ça. Il tire sur vous. Il tire sur vous. Mais un chef d'un combat à l'Indochine, il ne faut jamais faire des signes. Il ne faut pas lever la main, il ne faut pas faire ça, rien. Victor, lui regarde l'ennemi, lui regarde le camarade à gauche. Pas de signe. Il y a une heure qui s'achève. Si vous la faites un signe comme ça, vous la faites un signe comme ça, ou en avant, comme ça, ou en avant, vous êtes bon. Vous êtes bon. Mais là, je suis sorti. Après, 8 jours après, il m'a donné un journal. Et prétend que j'étais encerclé par un régiment de Viettes. C'est pas un bataillon, un régiment. 3 fois le bataillon. 3 fois. Et il m'a dit heureusement que pour moi, que ce n'étaient pas des anciens, que c'était des jeunes qui faisaient l'instruction. C'était des anciens, mais je ne sortais pas.
On est en opération. Un camion, il y a un camion qui nous a amené jusqu'au fleuve. Là, en arrivant de fleuve, il y avait un petit bateau chaland qu'on a traversé de l'autre côté du fleuve. On a commencé l'opération, la récolte de riz était finie, la terre était sec, tout ça, on est parti. Et moi, avec la sergent, il était de jour, c'est nous qui devions partir de loin. Alors, en arrivant assez loin, à 300 mètres, on a tombé côté d'un village, un grand village. Les vieilles étaient dit, les vieilles crient, feu. Quand on dit feu, quand on dit feu, et tout le monde a couché. Tout le type la plus grosse que moi, tout le monde a reculé. C'était le moment de reculer. Eux étaient plus forts que nous. Eux avaient les armes. Et nous, on avait les armes légères. Eux nous attendaient. Nous, nous portaient la boucherie. Et eux, ils attendent. Le boucher attend, le veau y arrive. À un moment, le sergent, il a bougé sur moi. Moi, il a bougé. Il était blessé. Il a dit, la pierre, la pierre. Il a amassé une balle à l'ombris. Il m'a dit, la pierre, ne me laissez pas sur le terrain. La pierre, sauvez-moi. La pierre, ne me laisse pas sur le terrain. J'ai quitté tous mes types, j'ai parti chercher sous le feu de l'ennemi. J'étais cherché près des Viettes. J'ai vu les Viettes passer devant moi. Mais ils n'ont pas occupé le mal, ils en faisaient trop comme ça. J'avais une mission. Alors, je prends le grand sergent, c'est un grand mètre, 1m90. Je prends, je mets sur mon épaule, j'avais mon armement, mon sac à dos, j'avais tout sur moi. Je prends, je mets sur mon dos, replié en dos, je porte. Mais, au lieu de passer par le chemin, si je passais par le chemin que j'ai venu pour le rejoindre, je n'aurais pas sorti. Je coupais plus près. Mais en coupant plus près, il y avait une grande butte à passer. Alors quand j'arrive en haut, j'ai regardé d'en bas, et il faisait moins de 2 mètres. Ah, me dit, je passe quand même. Je passe, peut-être prisonnier, je passe. Je laissais le type en haut, je sautais en bas, il m'a pris la pierre. Ne me laissez pas tout seul. Je râlais le type d'en haut, je râlais, ça râlait comme la bidoche, je râlais, à tomber par terre. Je repris, le type, j'ai remis sur mon dos, il ne parle pas, il ne me dit rien. À un moment, je regardais son nombril, je ne pouvais plus porter, je regardais son nombril, je voyais un trou, je voyais la graisse, je voyais la panne en graisse jaune. Je le reporte, il arrive un certain temps, un médecin, un colonel qui m'engueule. Qu'est-ce que vous faites là? Là, c'est là, par ici, par là-bas, il m'engueule. Rejoins votre compagnie, qu'est-ce que vous faites? Moi, fatigue, je n'ai pas voulu répondre. Si j'avais répondu à l'antenne bagarre, avec le colonel, j'ai laissé le colonel. Et du coup, moi, j'ai laissé le type avec le colonel, avec le bombardier. Je rejoins ma compagnie. Quand je suis rejoint en compagnie, je vois mon lieutenant ne me dit rien, personne ne me dit rien. Ne me dit rien. Je rejoins ma section, personne. Le lendemain à 8h, j'apprends que le type, il est mort pour près de 20 de mètres, c'est de long comme ça. Ils ont laissé comme mort. Je ne pouvais pas, j'avais le sang ne sortait pas. Il fallait le sang, il sortait. Et moi, si j'avais le temps, j'aurais fait sortir le sang. Et les morts, ils ont laissé comme mort. Et du coup, le capitaine, le colonel, le médecin qui m'a engueulé, tout ça là, ben lui, il s'est fait prisonnier. Il s'est fait prisonnier, c'est un infirmier. Et s'il m'avait laissé partir avec le type, j'aurais porté, même la fatigue, même sur les genoux, j'aurais porté. Parce que j'ai lu les types qui portaient des guerres, en guerre 14, la porté sur leur dos, la fait tout, la boulé sur les canons, tout ça là. Était récompensé, était ceci, tout ça. Eh bien, moi j'ai voulu faire pareil, comme j'ai lu dans le livre, mais j'ai pas pu. Le général, le colonel, il croyait d'avoir toute la légion pour lui, tout l'honneur pour lui, il a eu la mort. Il a eu l'honneur, c'est pas de papier. On était trois combattants. Quand on arrivait au bataillon,
le général qui nous affectait dans nos compagnies a dit vous partez à la première compagnie, vous avez la pierre. Tout ce que la pierre vous dit, vous pouvez l'écouter, c'est un combattant, c'est un ancien, il sait combattre, il sait comment il faut entreprendre, il sait comment il faut agir dans l'ennemi sur le terrain. J'ai redit dans l'autre type, elle dit, dans le thème ça, il y a Polo. C'est un ancien, il n'est pas blessé, tout cela, il connaît combattre, il sait combattre, il ne perd pas trop de ses hommes, il sait comment il faut défendre. L'autre, au sein de telle compagnie, c'est un soldat, il connaît, il n'a jamais été blessé, ça fait 2 ans et demi qu'il est ici, il connaît combattre. Suivez-eux, vous n'avez rien. Écoutez-le, ce qu'il dit, vous n'avez rien. Écoutez la pierre, ce qu'il dit, vous n'avez rien. La dame écoutez, les gens me demandent des renseignements, les sous-officiers m'ont demandé des renseignements. Mais des officiers qui m'ont écouté mes conseils, la sortie. L'un des conseillers, il avait honte de moi, parce que moi j'étais un homme de troupe, et lui me demande l'autorisation. Et ça fait... C'est mousquet. Et encore une chose, je ne sais pas quoi finir. Mon séjour était fini, j'étais civil là-bas. C'était à la fin 54, dans l'année 54. La guerre qui trace partout, on ne peut plus sortir. Vous restez dans votre trou comme un rat. Je sors dans le trou partout, je vois tout le monde en poste. Je viens dire là, à Claboum, sale. Je demande le colonel, il dit je dois partir. Je pars, mais je suis civil. Ben dis non, va vous mettre en tenue, et on combat comme tout le monde, et prenez votre temps. Je n'ai pas écouté. J'ai parti voir le lieutenant me dit, je vais vous dire au revoir, je m'en vais. Alors, il dit au revoir, voilà, ça donne la main. La main, pas de cochon, il m'a donné. Il me dit, allez, bonne chance tout le monde. J'ai dit, bonne chance. Il me dit, non, la Belgique pour m'amener, il m'a dit non. Il dit, ça fait rien, non. Il me dit, je dois suivre Hanoï. Il dit, je vais sortir à Hanoï, je vais aller à Ifo, à pied. Il dit que je vais mettre en 3 jours, je connais la route. Il dit, j'ai passé assez souvent, je connais la route. Comme je le donne dans ma poche. Un camion civil, il passe. Les vieilles qui demandent. C'était la guerre. Les vieilles a commissionné toutes les voitures. Il passe. J'arrête le camion, où voulez-vous? Il m'a dit, je pars. Je passe chez des mines. Il me dit, pas de mine. Vous m'emmenez à iPhone. Et vous m'attendez là. J'ai parti chercher mon sac, je prends ma valise, je mets ça, et j'ai pris des grenades, j'ai rempli toutes mes poches. J'apporte encore un petit papier de main. Et là, ce soir, quand j'étais décidé, le colonel, j'avais été décidé, là-bas, il passait. Un copain était comme ça ensemble. Là-bas, il passait de m'accompagner. J'étais debout dans le camion, je n'ai pas dit parce que merde, je n'ai pas dit parce que rien. La seule, on regardait devant nous, debout dans le camion. On a regardé, c'est les gars qui ne bougeaient pas dans le riz, tout ça. Je dis au chauffeur, mais si vous manquez, je ne vous manque pas, je lâche la grenade. Mais si vous manquez la route, je roule la grenade, je vous lâche. Il ne vous chappera pas. Il m'amène devant le bureau d'Hanoï, il m'a amené devant le bureau d'Hanoï, il m'a lâché comme un cochon, parce que j'ai plus vu. Parce qu'en même temps, moi, j'ai plus vu ça passer. Là, j'ai dit au poste de police, je suis tombé chercher un chef. Il m'a demandé, il m'a dit, maintenant, il va dans telle chambre. Allez dans telle chambre quoi? Il fait nuit, il faisait nuit. Il faisait nuit. Nuit, c'était, il faisait nuit. Moi, je dis, je ne connais pas, il m'a envoyé de temps en temps, m'accompagner, tout cela, là-bas, la chambre était comme d'ici à l'hôtel, là-bas. Ouais, je vois un type qui botte, là-bas. Je ne pars pas envers lui, regarde, je reste debout. J'attends. Même pas 3 minutes, je rentre dans la chambre. On demande le corporation de la paix au poste de police. On demande le corporation de la paix de police. Voilà, mon cœur s'est grossi, il me dit voilà, j'ai quitté, j'ai désobéi le colonel, j'ai désobéi mon commandant. Il me dit je suis bon, je pars à discipline. Refus des ambitions, je pars au TM. Au TM. J'arrive, voilà, je vois, grand officier, me tend sa main. Il m'a dit, je vous confie une mission.
Vous venez d'un bataillon disciplinaire. Vous venez d'un bataillon très dur. Et comme vous êtes encore vivant, je confie une mission. Et cette mission est très dure. Très dure. Et j'ai confiance en vous. Et le colonel a confiance en vous. Bon, il m'a dit, allez, viens. Il m'a parti, il m'a mis là. T'es arrivé à regarder. Il a dit à l'agent-chef, fais-moi sortir les prisonniers. Alors il m'a tout comme pas un, il m'a dit, regarde bien la figure. Mais qu'est-ce que je regarde la figure? Tout le monde avait la même gueule, tout le monde la même figure, tout le monde la même chose. Comment vous pouvez reconnaître une personne? Il a fait des voyages, lui était comme le colonel, moi j'étais comme le commandant, il suivait des dires. Il m'a dit, vous l'avez connu? Je dis oui, peut-être que je dis oui. Il m'a dit, vous voyez là, vous partez au bureau. Quand je suis arrivé au bureau, j'avais de 4-5 filles, de belles filles, de jolies filles. Putain, mais nous dans la brousse, nous dans la brousse, nous dans la boue, nous sans le cochon, nous sans tout. Et avoir des filles propres, jolies, comme ça. Ah oui. Là, une fille qui m'a gardé, tapé la machine, elle m'a gardé. Alors, il y en a un qui me prend, elle me donne couteau, rasoir, l'argent, tout d'un paquet comme ça. Tout d'un paquet. Je prends, m'amène au colonel, le colonel me donne ses consignes. On me dit, le lieutenant m'a parlé de vous. Elle dit, je connais bien le colonel interne. Elle dit, j'ai confiance en vous. Faites ça, faites ça, faites ça. Elle dit, si vous écoutez mes conseils, vous n'aurez pas de s'ennuyer. J'ai écouté ces conseils, tout ça. Alors j'ai baladé, il y a tout ça. Nous l'avons rejoint à l'aéroport. Moi, avec le colonel, avec le capitaine. On baladait comme des gros. Moi, j'étais comme un gros chef, moi, parmi. Après, on a fait embarquer un apologue dans le camion. Il restait 2 places. 2 places, moi, avec le caporal, j'ai embarqué. L'a fermé, il dit, allez-y. Et le colonel m'a dit qu'il y aura des gens qui viendront chercher, n'inquiète pas, il y aura des camions prêts. C'est pas vrai, il n'y avait pas de camion prêt, il n'y avait rien du tout. Les types s'en foutent. Les types à Saigon, là, t'es dans la ville. Je ne connais pas ce que ça veut dire la guerre, il ne sait pas rien du tout. Tout ce qu'a vécu Saigon, c'est parti assez, il a fait chez jour, pour dire que c'est parti là de Chine. Il faut compter chez jour. Là, je vois le lieutenant, on va y promener, le chef, je suis engueulé avec le chef, je suis engueulé avec le lieutenant, tout ça, mais c'est pas me dit. Il dit, où se trouve la transmission? La transmission, je veux. Le colonel m'a dit d'envoyer un Théo tout dessus. Il m'a dit, non, pas de Théo, pas de ça. Il m'a dit, accompagne les types dans la chambre. J'ai obéi, il m'a mis le sac, je ne prends pas. Hein. Il dit, l'argent, je ne sais pas combien il y a. Rasoir, je ne connais pas. Il m'a donné comme ça, je remets à vous. Il m'a dit, j'ai eu l'autorisation de remettre à l'officier permanent. Il m'a dit, non, regardez-vous. C'est vous l'officier permanent, c'est pas moi, c'est vous. Regardez. Je parlais comme ça, hein, pas dire doucement, trembler. Après, j'ai parti, et arrivé en haut, il m'a dit, il faut donner le café. J'étais voir un caporal, il était réuni, avec 2 bouteillons. J'ai parti voir le lieutenant, il m'a dit, le caporal, où il dort? Mais il dort avec les hommes. Ah, il dit, non. Le caporal ne dort pas avec les hommes. Mais c'est un Français, il a sa chambre comme tout le monde. Il a vu ça. Ça veut dire, c'est une tête de mule, celui-là. Hein. C'est une tête de mule, il voit qu'il vient au combat. Hein. Alors, il m'a donné une chambre de lit. On a pas toutes nos affaires dans la chambre. On a parti, on a demandé à nous casser en ville. Mais en ville, il n'y avait plus rien du tout. 3 heures du matin, qu'est-ce que tu trouves dans la ville d'Anna? Il n'y avait rien, c'était propre. On a trouvé 2 gonzesses. On a parti, pour vous dire ce qu'on avait topé, on a parti au cercle officier. On a parti au cercle officier. Les officiers n'ont pas demandé qu'est-ce que nous fout là, qu'est-ce que rien. Les 2 filles, elles nous ont parlé. Il y en a une, elle me dit, où vous dormez? On me dit, village, maison pour moi, revenez. Mais elle me dit, viens avec toi. Elle me dit, viens, bon, viens par aviser. Chacun a une place pour dormir. Mais j'ai pas dormi, j'ai assis sur son lit. Quand j'ai regardé la beauté de son lit, j'ai regardé le fauteuil de velours.
Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il fait ça? Il m'a dit, commandant. Mais d'où il est? Il m'a dit, après le bateau est parti. Il m'a laissé ton argent. Je l'ai fait, hein, t'es élevé chez les sœurs. Même minute demain soir, je viens de le voir. Mais j'ai assis sur le bord de son lit, parce que j'ai dit, si l'ennemi dehors dans la rivière, il m'a attaqué. Et là, j'ai parti, à 7 heures, j'ai parti en transmission, j'ai respecté le colonel Danoy, tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il m'a demandé, tout ça là. Le parti au Niouf. Le lieutenant est parti au Niouf. Le sergent est parti au Niouf. Moi, je parle pour mon frère Roch. Il n'a pas eu de chance. Il est tombé dans le bataillon de Corée. Et c'est un bataillon très dur. Il a combattu quand même 18 mois de combat avec un FM. Il n'avait pas un fusil ni un mitraillette, avec un FM. Et c'était un homme qui était toujours volontaire pour le combat. Il partait toujours volontaire au combat. Il a combattu jusqu'à la fin de la guerre. Mais ma foi, ça change, n'a pas porté à change. Il n'était pas désigné pour faire une mission. Il avait une mission pour aller chercher de l'essence. Il était volontaire pour aller chercher. Pour aller chercher de l'essence. En partant chercher de l'essence, son camion l'a passé sur un pont, était piégé, était miné. Le camion l'a coulé, le camion a tombé dans le fossé, dans la rizière. Et les bacs d'essence sont tombés sur lui, sur son estomac. S'écraser, s'enfoncer. Il a pu amener à l'hôpital. Tout ce qu'il demandait, il criait papa, 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 papa. Moi, je vous répète, après le renseignement de ses camarades qui m'ont répété à Fréjus, qui m'ont répété pour 3-4 mois après, ils m'ont répété à Fréjus. Il a crié papa. Il a dit voilà le lieutenant qui arrive, bien habillé, quand il a vu, il croyait que c'était son papa, il a dit papa, papa. Papa, il est mort. Voilà, il a combattu. Pour Roland, je ne vois pas trop le... Vu qu'il arrive à la de Chine, il a resté 3 mois. Il était rapatrié sur l'Algérie. Mais quand même, il a passé de mauvais coups. D'après ce qu'il m'a raconté, en avant l'Algérie, il y avait l'ennemi qui tirait, les balles qui sifflaient sur les rails, et il a eu la chance quand même de sortir. Et le soir, quand il rentrait, il avait la chance d'avoir un lit pour dormir. Que Roch, il n'a pas eu la chance. Roch avait la même chance que moi. Dormir où qu'il arrive, coucher où il dort, manger s'il pouvait manger, boire s'il pouvait boire. Il vivait comme des animaux, comme moi, comme j'ai vécu. C'est là la guerre. Il a fait la guerre avec les hommes qui revenaient de Corée, les rapatriements de Corée. Peut-être qu'ils n'étaient pas morts, peut-être qu'ils étaient morts, ou peut-être son destin était destiné pour là. On a fait le peloton caporal ensemble. Il m'a envoyé ses notes tous les samedis, et moi j'ai envoyé les miennes. Il me disait que la mienne était plus facile que la sienne. Il m'a dit la sienne, c'est très dur, c'est très dur. Mais il a l'intention de sortir. Mais le pauvre, malheureusement, il n'a pas eu la chance, il n'a pas pu sortir. Il était nommé première classe. Mais en tant que première classe, il était estimé. Il était très bien estimé dans l'armée parce que c'était un homme costaud, fort, et il était chef de chambre. Quand il donnait l'ordre pour sortir de la chambre pour rassemblement, celui qui était en temps, il prenait par le pot du cul, il balançait dehors. Ça tout le monde. Et il n'appelait pas la pierre Roch. Il avait un surnom dans l'armée,
la pierre Jésus-Christ. La pierre Jésus-Christ, parce pour dire qu'il était un homme fort, costaud. Il était très estimé avec le colonel du 5e régiment, colonel d'infanterie, à Fréjus. À Fréjus, avant d'embarquer. Il a serré la main, il a dit félicitations. Il a dit, tu pars, mais tu pars pas sûr. Tu pars pas t'amuser. Et Roi était un homme qui aimait la messe. Il portait la messe tout le temps. Il m'a envoyé une prière. Et je crois un jour que j'étais pris dans l'embuscade. Je ne peux plus ni aller ni devant ni derrière. Cette prière, j'ai tiré de ma poche. J'ai dit quelques mots et j'étais sauvé. La mort est partie, l'ennemi est parti. Je crois. C'était mon jour. Lui, oui, il mérite quelque chose. Oui, parce qu'il a porté un FM pendant 6 mois, pendant 18 mois sur son épaule. Et croyez-moi, quand vous avez un FM de 5 kilos sur l'épaule, avec votre partage, avec tous les cartouches autour de votre train, sans compter les grenades, c'est pas de la rigolade. Il mérite quelque chose. La guerre c'est une chance. C'est une chance. Si aujourd'hui vous avez gagné 1000 euros, vous gagnez, mais c'est une chance. La guerre c'est une chance. Vous partez en guerre, vous partez avec 50 bonhommes, vous partez en guerre. Dans les 50 bonhommes, il peut rester 30 sur le terrain. Et vous, ce n'est pas votre chance, vous n'avez rien du tout. Vous avez ni une blessure, ni un coup de cogne, ni rien du tout. La guerre c'est une chance. C'est le bon Dieu qui vous protège. Le bon Dieu, il dit c'est pas votre jour, il met la main sur votre tête ou sur votre dos, et il dit c'est pas vous. Et ça c'est vrai. Il passe comme ça, il met la main sur le dos. Vous ne voyez pas, mais lui, il met. Ça n'est pour mourir là. Il meurt tout de suite. Il n'a pas pour durer longtemps. Mais ça n'est pas pour mourir, il peut traverser le feu, la flamme, la mer. Vous n'avez rien du tout. Rien du tout. C'est la chance, la guerre. C'est un peu de chance. Les types qui viennent mourir disent, c'était leur sort. C'était leur sort. C'était pas leur sort, ils n'étaient pas morts. Elle avait d'autres. On avait 150 bonhommes. Et les autres n'étaient pas morts. Pourquoi? Parce que c'était pas leur chance. La guerre, c'est un jeu. C'est comme un jeu de cartes. Celui gagne, gagne. Celui perd, perd. Voilà. Sous le ciel, couleur d'acier, ils ne sont que quelques milliers qui s'en vont sur cette terre, lutter pour le béret vert. Il faut croire ce que l'on dit et ne dire que si l'on agit, être brave et être fier pour gagner son béret vert. Ils sont parmi les meilleurs, combattent et qui meurent pour l'Occident qui espère rester grâce au béret vert. Il l'a laissé en mourant avec son étoile d'argent, une lettre pour sa femme, une lettre du Vietnam. Donne mon étoile d'argent à mon fils quand il sera grand, qu'il soit brave et qu'il soit fier pour gagner le béret vert. Voile bleu, si tu aperçois
un vieil homme qui se tient bien droit et qui te regarde d'un air fier. Dis-toi que c'est un béret vert.